Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission des relations Taïwan-France, vous savez votre podcast qui parle des liens entre ces deux pays. Aujourd'hui nous recevons Alexandre Gandil. Alexandre, bonjour. Bonjour Clément Tricot, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes docteur associé aux séries Sciences Po à Terre en études chinoises à l'université Bordeaux-Montaigne. Et alors on vous reçoit aujourd'hui dans l'émission pour parler d'un livre que vous venez de sortir, Kinmen, un archipel entre Taïwan et la Chine. C'est aux éditions Cartala, collection Recherche internationale, et c'est la traduction, on va dire, la suite de votre thèse. Peut-être qu'on peut le présenter comme ça, je me trompe pas ? Exact. Alors la thèse que vous avez faite était justement sur, vous êtes intéressé à l'île de Jinmen, qui est au large des côtes chinoises, une île, un archipel taïwanais. Est-ce que juste, avant de parler du livre, etc., de savoir comment on va passer d'une thèse à un livre, est-ce que vous peut-être nous présenter un peu le cœur de vos recherches, en quoi ça consiste ? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir puisque on avait échangé il y a près de 2 ans 2 ans, c'est maintenant pour ça. que je puisse présenter mes recherches doctorales. Et donc aujourd'hui, je viens pour parler du livre, effectivement. Alors mes recherches donc portent, comme vous l'avez dit, sur l'archipel de Jinmen, qui est quasi encastré dans les côtes du continent chinois, mais qui est sous contrôle de Taipei. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'était cette spécificité du territoire de Jinmen qui, historiquement, géographiquement et d'un certain point de vue culturellement, ne fait pas partie de Taïwan. En tout cas, jusqu'en 1949, il était hors de toute considération de pouvoir estimer que Jinmen était une partie de Taïwan, et peut-être même jusqu'en 1992. Or, aujourd'hui, Jinmen fait partie d'une république de Chine qui s'est démocratisée et taïwanisée, donc d'un État-nation taïwanais. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment les acteurs, à travers le détroit de Taïwan, autant les gouvernants que les gouvernés, avaient réussi à donner du sens au hasard de l'histoire, aux contingences de l'histoire, qui ont rattaché Jinmen à Taïwan, et à ces contingences de l'histoire qui ont tracé une frontière entre Jinmen et le continent chinois en général, et la ville de Xiamen qui lui fait face en particulier. Alors ce qui m'avait moi marqué quand j'avais lu votre thèse à l'époque, c'était justement qu'on n'allait pas juste s'intéresser, on va dire, au conflit territorial qu'il pouvait y avoir entre Taïwan et la Chine, mais bien comment Jinmen était perçu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais surtout aussi du côté taïwanais. En quoi ça nous apprend aussi des choses sur Taïwan, de voir comment est considéré Jinmen, on va dire, par Taïwan en fait, tout simplement. Tout à fait. En réalité, Jinmen a été surtout étudié pour son potentiel chrysogène et en fait comme théâtre principal des 2 premières crises du détroit de Taïwan qui se sont déroulées dans les années 50 et pendant lesquelles en fait Jinmen a failli être le levier vers une troisième guerre mondiale et potentiellement nucléaire. Donc, Jinmen a été beaucoup étudié et en binôme avec l'archipel de Matsu, qui est aussi sous contrôle de Taipei et qui est situé à quelques encablures des côtes chinoises. Jinmen et Matsu ont été étudiés comme des cas d'école en matière de rationalité des décideurs. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de m'extraire de ce paradigme du seul paradigme des relations internationales et de ces approches surplombantes depuis le sommet de l'État, pour m'intéresser aux sociétés politiques et dans un temps plus long qui est de 1949 jusqu'à nos jours et essayer de montrer en quoi le cas de Jinmen ne peut être pensé en dehors du seul prisme guerrier et en dehors du seul prisme de l'opposition armée, que ce soit des conflits qui aient eu lieu dans le passé, dans les années 50, ou que ce soit les conflits qui sont à venir. Potentiellement à venir. Et Évidemment, je ne peux pas faire l'économie de cette dimension militaire et de cette dimension stratégique. Néanmoins, je considère ça uniquement comme une dimension parmi d'autres du cas d'étude que représente Jinmen. Et puis justement, surtout qu'en plus, quand on va sur place, c'est difficile de ne pas voir les militaires, tant ils sont présents, même si c'est difficile d'avoir un chiffre sur le nombre exact de personnes, de militaires, en tout cas de jeunes qui vont faire leur service là-bas, etc. Mais alors, du coup, dans votre thèse, qu'est-ce que ça nous apprend quand on étudie comme ça cette partie du monde, ce territoire taïwanais, qu'est-ce que ça nous apprend, on va dire, sur Taïwan aujourd'hui, à quoi ça sert justement d'aller étudier ça ? Alors, regardez du côté de Jinmen, c'est opérer un décentrement, puisque généralement, quand on étudie Taïwan, ou l'objet d'étude Taïwan,
on le considère dans des frontières qui sont nettement arrêtées, qui sont celles de l'ex-colonie japonaise de Taïwan et celle de la province chinoise de Taïwan. Donc, c'est-à-dire l'île de Taïwan et les îles et archipels dans son environnement immédiat, Hongru, Lutao et Lanyu. Allez voir du côté de Jinmen, allez voir vers l'autre rive du détroit de Taïwan, mais toujours au sein de la République de Chine, en tout cas du territoire sous juridiction effective de Taipei, c'est opérer un décentrement et pouvoir jeter un éclairage sur des processus qui sont considérés comme évidents depuis l'île de Taïwan. Par exemple, cette idée que la démocratisation du régime devait forcément aller de pair avec sa taïwanisation, l'indigénisation du régime à Taïwan. Quand on étudie ce processus-là depuis Jinmen, en fait, on l'étudie depuis une partie extérieure à Taïwan. Donc, ça permet de remettre en considération ce binôme démocratisation-taïwanisation. Et puis, ça permet de mettre en lumière aussi des développements qui sont propres à la République de Chine, mais extérieurs à Taïwan. Alors, j'ai envie de rentrer dans le détail des recherches, etc. Mais on avait fait ça il y a 2 ans. Du coup, on va renvoyer peut-être quand même sur l'échange qu'on avait fait. On était allé assez loin quand même dans les échanges là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est on passe de tout ça, tout le travail que vous avez fait de recherche sur plusieurs années. Et aujourd'hui, tout ça, ce gros morceau de thèse qui est, quand on n'est pas chercheur, pas forcément simple d'accès, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont liées, ne serait-ce on va dire, au cadre qui est demandé normatif de production d'une thèse. Comment on traduit ça en ouvrage et puis surtout pourquoi avoir voulu en publier un livre à partir de ça. Alors, je vais peut-être commencer par la fin. Alors, Exactement. pourquoi avoir voulu publier un livre? En réalité, c'est la volonté de rendre accessible ce travail de recherche au plus grand nombre, quand bien même ça reste un travail de recherche académique, mais de pouvoir donner une vie à ce travail de recherche au-delà de la soutenance de thèse et au-delà de l'archivage de ma thèse dans les rayons de la bibliothèque de Sciences Po. Ouais, c'est ça, c'est aussi une manière de faire vivre un petit peu les recherches, quoi. Voilà, et c'est un des buts de la recherche aussi, c'est de pouvoir contribuer au débat public et à la construction de connaissances qui débordent du seul cercle des universitaires ou des personnes ayant une formation initiale en sciences humaines et sociales qui permettrait d'appréhender l'objet de manière extrêmement précise. Donc il y avait cette volonté de rendre accessible le travail et de prolonger en fait la contribution de ce travail en le rendant plus accessible. Du coup, ça se destine plutôt à on va dire des lecteurs qui s'intéressent de manière générale à cette partie du monde, on peut dire ça comme ça. Alors, évidemment, il faut quand même avoir une appétence, soit pour la science politique, soit pour cette région du monde. Une appétence qui peut être tout simplement alimentée par l'actualité et par les tensions croissantes à travers le détroit. Donc, pour reprendre ce manuscrit, en fait, ça a été essentiellement une reprise de forme. Un gros travail de réécriture, j'imagine, parce qu'on n'écrit pas un livre comme on écrit une thèse, de toute façon. Alors, exact. La chance, si je mettrais ce mot-là entre guillemets, que j'avais en vue de la réécriture ou de la transformation de mon manuscrit de thèse en ouvrage, c'est que ma thèse était relativement courte. Alors, pour des personnes qui ne sont pas familiers du milieu universitaire, une thèse relativement courte, ça veut dire en format 21-29-7, à peu près, oui, 300 pages de texte proprement dit, et 4 chapitres, ce qui est relativement court en réalité. Donc, j'ai pas eu tant de coupes à opérer, si ce n'est certains passages de légitimation du cas de Jinmen comme objet de recherche proprement dit, qui là pouvait intéresser dans le cadre d'une démarche purement académique, dans un exercice académique, et qui pouvait être potentiellement être perçu comme moins pertinent du point de vue des lecteurs. Les gros travaux de reprise, ça a été essentiellement pour l'introduction et pour la conclusion, où il fallait vraiment entreprendre un travail de réécriture avec quelque chose qui soit plus dynamique, plus accessible, opérer des coupes en matière d'état de l'art,
aussi, et rendre plus accessible la problématisation de mon objet sans pour autant transiger sur l'exigence scientifique. Rester tout aussi intelligent, tout aussi sérieux, mais de manière plus accessible, quoi. Il y a tout ce travail de synthèse qui Voilà, arriver, sortir du cadre effectivement, normatif de la thèse aussi, on imagine. voilà. Alors, arriver à avoir un objet dont la structure ne soit plus celle d'un exercice académique, mais soit celle d'un ouvrage. Donc, ça aussi, ça s'est traduit par la suppression d'un niveau de titre. Hein. On est sur chapitres. À l'intérieur des chapitres, il y a des parties divisées en sous-parties, mais dans ma thèse, il y avait encore des sous-sous-parties. Donc là, il a fallu réopérer des transitions, etc., pour supprimer ce niveau de titrail. Mais ça reste un objet de savoir, de connaissance, et la maison d'édition Cartala publie des ouvrages académiques. Donc il y a encore comment dire, il fallait pas transiger sur l'exigence scientifique de l'ouvrage. Néanmoins, il fallait trouver cet équilibre avec une accessibilité plus prononcée pour des lecteurs qui ne soient pas voilà, qui ne soient pas de grands pontes du milieu universitaire. Autre chose aussi par rapport à ça, c'est que l'actualité, finalement, aujourd'hui, ça va quand même très vite. Et quand on publie une thèse, c'est un temps qui est forcément une temporalité qui est pas celle de l'actualité. Bien heureusement, j'ai envie de dire. On passe du temps, etc. Et quand on publie, entre voilà la période où vous avez publié la thèse et la sortie de l'ouvrage, il s'est pas passé tant de temps que ça. Mais il y a quand même eu des gros événements, on va dire, que ce soit d'un côté comme de l'autre, à Taïwan ou en Chine, ou encore ou à Jinmen. À Taïwan, par exemple, il y a eu le temps d'avoir une élection présidentielle, ce qui est quand même pas rien, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a aussi un travail, on va dire, quand même, d'essayer d'actualiser tant qu'on peut, avec des éléments supplémentaires d'enrichissement et même d'actualisation quand on fait ce travail-là? Absolument. Alors, il y a eu des mises à jour nécessaires, comme vous le dites, avec l'élection présidentielle, et puis avec les exercices militaires aussi qui ont été entrepris par l'Armée populaire de libération à travers le Détroit. Le fait est que ces développements qui sont intervenus n'ont pas remis en cause les propos et l'analyse surtout que je portais dans mon manuscrit de thèse. Donc essentiellement là, il a fallu intégrer ces nouveaux développements de manière relativement succincte, à la fois dans un des chapitres, dans le chapitre 3, et dans la conclusion. Le fait étant que certains développements, notamment les exercices militaires, sont intervenus juste avant la mise en page de l'ouvrage. Et il faut savoir qu'une fois que la maquette est établie et que l'ouvrage est versé au sein de la maquette, ça devient très très difficile d'ajouter des choses. On se limite aux coquilles. Donc, hasard du calendrier, les exercices militaires sont intervenus juste avant que le manuscrit ne passe ne passe entre les mains de la personne qui a mis en page l'ouvrage. Donc j'ai pu encore à ce moment-là ajouter quelques développements dans la conclusion. Bon, ça, c'est un problème qui arrive à tout le monde, même quand on réalise des émissions de radio ou des podcasts, ça peut arriver que le temps qu'on fasse une interview, je pense à justement quand on suit de l'actualité internationale ou même de l'actualité locale, on peut enregistrer un podcast le vendredi qui soit presque entre guillemets pas taper le dimanche, mais en tout cas qu'on se retrouve à avoir mince, il s'est passé un truc le samedi. Alors on imagine aussi que dans un ouvrage avec des temps beaucoup plus longs, forcément on a cette problématique-là, mais en tout cas ça perd pas du tout la qualité de l'ouvrage et le temps de travail qu'il y avait déjà eu réalisé auparavant. De toute façon, le cœur du sujet, c'est quand même une analyse historique et une prise de recul sur toute une situation. Donc, ça fait pas du tout perdre de qualité, bien au contraire. Alors, du coup, juste une dernière question, c'est quoi la suite de ces études-là? Il y a eu un ouvrage qui est publié, vous avez présenté votre thèse. Maintenant, c'est quoi la suite de vos recherches pour vous, si on peut en avoir quelques mots? Alors, moi, je continue à m'intéresser à ce que j'avais appelé dans le titre de ma thèse la République de Chine hors Taïwan, c'est-à-dire m'intéresser à ces territoires qui sont sous contrôle de Taipei, mais qui sont situés hors des frontières de l'ex-colonie japonaise de Taïwan. Donc, je me suis intéressé à Jinmen pendant la thèse et pour cet ouvrage. Je ne délaisse pas Jinmen, on ne peut pas, on ne délaisse pas un objet de recherche comme ça. Néanmoins, mes recherches maintenant se focalisent sur la mer de Chine méridionale et sur le maintien des revendications de souveraineté de Taipei
sur cet espace maritime. Et donc, à la fois du point de vue des positions que Taipei contrôle, donc l'île de Taiping et l'archipel des Pratas, mais aussi sur les revendications de souveraineté en général, sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le maintien de ces revendications de souveraineté par Taipei ont pu entrer en interaction avec l'affirmation d'un État-nation taïwanais, puisque ces revendications de souveraineté sur la mer de Chine méridionale peuvent être considérées comme le legs d'une République de Chine qui se considérait comme représentante légitime de l'ensemble de la nation chinoise. Bon, ça promet, j'imagine, d'autres publications, d'autres ouvrages, on peut l'espérer, et au moins d'autres interviews. Aussi. Merci beaucoup Alexandre Gandil, je rappelle que vous êtes docteur associé au CERIS Sciences Po, à terre en études chinoises à l'université Bordeaux-Montaigne et que vous avez publié un ouvrage, Kinmen, un archipel entre Taïwan et la Chine. C'est aux éditions Cartala. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toutes et à tous. Et moi j'invite bien évidemment vous qui nous écoutez à vous rendre sur la page de l'émission pour retrouver les liens vers l'ouvrage, vers le travail de notre invité. Et moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien.